Bonjour à tous. Donc, je voudrais d'abord vous dire ma joie de vous retrouver en présence, même si vous êtes masqué, après l'interruption liée à la fois à une année sabbatique pour moi et le Covid pour nous tous. Et donc, cette série de 4 cours va être consacrée à un objectif qui est de revisiter les bases biologiques de l'activité des anticancéreux. Et par anticancéreux, j'entends les chimiothérapies historiques. Et ces travaux vous dérivent en fait d'un intérêt récent pour ce type de molécules développées dans le laboratoire à l'occasion de travaux que je vous exposerai dans un prochain cours. Et donc en fait, quand on prend l'historique des cours, nous avions débuté par un cours d'introduction sur le cancer, ensuite un cours consacré au rapport entre le contrôle de l'expression des gènes, ce qu'on appelle le contrôle de la transcription et la transformation cellulaire. L'année suivante, nous avions détaillé un aspect plus particulier de ce contrôle transcriptionnel, celui qui est assuré par les récepteurs nucléaires et les récepteurs hormonaux. Puis nous avions continué avec les liens entre transcription et différenciation cellulaire, avec toute la problématique des gènes maîtres de la différenciation qui sont des cibles de translocation, en particulier dans les leucémies. Et puis nous étions passés ensuite aux aspects thérapeutiques, revisiter la thérapeutique par différenciation. Et puis en 2019, les liens complexes et encore évolutifs entre sénescence et réponses thérapeutiques. Et donc, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des bases biologiques de l'activité de ce qu'on appelle, entre guillemets, la chimiothérapie anticancéreuse, qui sont un ensemble de molécules historiques très largement utilisées aujourd'hui, mais dont nous allons voir, au fond, que les modes d'action sont encore insuffisamment compris et mériteraient certainement des approches biologiques avec des techniques modernes et en particulier chez des patients. Et nous terminerons avec une illustration de ce que pourrait être ce type de recherche. Donc, quand on cherche à comprendre la fonction de la chimiothérapie, eh bien, on va sur Internet et la première chose qu'on trouve, c'est le site de Cancer Research UK, qui est l'équivalent de l'INCa en Angleterre, qui déclare de manière très docte comment fonctionne la chimiothérapie et propose un modèle qui est un modèle qui a une part de validité, mais qui est certainement extrêmement simpliste, dans lequel la chimiothérapie a principalement comme effet de bloquer la division cellulaire, et que c'est donc ce processus de blocage de la division cellulaire qui va être ciblé par les différentes molécules utilisées en chimiothérapie. Alors nous verrons que ceci est en partie vrai, mais que c'est clairement une simplification et qu'il y a d'autres mécanismes connus, supposés ou pas encore vraiment connus, qui vont contribuer à l'effet d'un certain nombre de ces drogues, et que par ailleurs, toutes ces drogues dont nous allons donner un rapide aperçu aujourd'hui ne partagent pas toutes ce même effet. Alors, historiquement, quand est-ce qu'on a commencé à s'intéresser à la chimiothérapie et dans quel contexte? Eh bien, c'est essentiellement quand on a commencé à vouloir traiter des maladies qui étaient d'emblée diffuses. En effet, le traitement du cancer, historiquement, depuis plus d'un siècle, était d'abord un traitement chirurgical, avec l'exérèse de la tumeur, suivi ensuite éventuellement d'un traitement loco-régional avec la radiothérapie, quand elle a été introduite par les équipes de l'Institut Curie après les travaux de Marie Curie sur les rayons. Donc ça, c'était la base du traitement loco-régional, chirurgie, radiothérapie. Et dans des maladies comme les leucémies, qui sont des maladies d'emblée diffuses, puisque un patient leucémique va avoir finalement des cellules leucémiques aussi bien dans le crâne que dans les doigts de pied, et de toute évidence, cette approche l'approche loco-régionale était impossible. Alors on va voir que ces agents sont en fait extrêmement divers dans leur nature chimique, dans leurs propriétés, dans ce qu'ils vont cibler au niveau fonctionnel dans la cellule.
Et puis, il y a une évolution plus récente de ces thérapeutiques anticancéreuses globales vers les thérapeutiques ciblées, dont nous avons déjà parlé en partie dans des cours précédents et qui feront certainement l'objet d'un cours suivant. Alors, ce que je voudrais souligner dès cette diapositive d'introduction, c'est qu'il y a encore finalement pas mal d'inconnus sur le mode d'action, inconnus sur le mode d'action qui viennent en particulier du fait que les systèmes biologiques cellulaires pour étudier l'action de ces composés ne sont pas forcément très faciles à utiliser. Il y a eu des progrès récemment, nous en verrons quelques-uns, mais ce n'est pas toujours très facile. Et que donc on est finalement passé d'un modèle assez simple, qui était ciblage de l'ADN, cassure de l'ADN, blocage de la division, apoptose, en particulier apoptose induite par P53. Donc ce modèle simpliste a pas mal évolué vers de nouvelles idées, en particulier l'implication de la sénescence, l'implication de la catastrophe mitotique, le rôle extrêmement important du stress oxydant, qui pose des problèmes très intéressants d'analyse et de mise en évidence, la mort immunogénique, et que l'ensemble de ces modèles sont en particulier importants pour chercher à comprendre l'effet des combinaisons, car nous le verrons très rapidement, que la chimiothérapie est assez rarement donnée toute seule, avec un seul type de produit, mais assez souvent avec des combinaisons de plusieurs produits ayant des impacts différents sur la physiologie cellulaire. Alors, ces chimiothérapies, comme vous le savez tous, sont très largement utilisées aujourd'hui en médecine. Néanmoins, elles font l'objet d'assez peu de recherches translationnelles, en partie parce que la recherche translationnelle est très souvent soutenue par des partenariats industriels et qu'il y a peu de partenariats industriels avec ce type de molécules, dont beaucoup sont des molécules qui ne sont plus couvertes par des brevets et donc qui n'intéressent plus grand monde, enfin pas beaucoup d'industriels en tous les cas, qui préfèrent se concentrer sur des molécules ayant des développements plus récents. Et donc il y a un vrai problème, on y reviendra dans le dernier cours, pour pouvoir étudier finalement dans la vraie vie chez des patients ce qui est possible aujourd'hui, l'action de ce type de médicaments. Alors, un historique qui est largement tiré de deux revues par des pionniers de la chimiothérapie, Bruce Schabner et Vincent De Vita, qui ont une quinzaine d'années, mais les choses n'ont pas tellement changé parce que c'est évidemment des articles historiques et qui font un point extrêmement intéressant sur la manière dont ces découvertes se sont réellement faites, les changements de paradigme qu'il y a pu y avoir tout au long de l'histoire du développement de ces médicaments, et ces deux publications donc, ont servi en partie de base au cours que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Donc une frise historique d'abord, pour placer tout ça dans un contexte de temps. Le début des traitements du cancer sur des modèles animaux de cancer, on y reviendra, était avec des dérivés de l'arsenic, une chose qui évidemment est particulièrement chère à mon laboratoire, qui travaille sur le mode d'action de l'arsenic dans autre circonstance. Et donc les travaux en particulier de Paul Ehrlich avaient cherché à utiliser l'arsenic pas seulement pour les maladies infectieuses, ce qui est assez connu, mais également pour les maladies cancéreuses. Il avait eu un peu plus de succès avec les maladies infectieuses qu'avec le cancer. Un peu plus tard, on commence à passer à des systèmes de tumeurs transplantables, et ça, c'est évidemment un énorme progrès, parce que historiquement, les premiers modèles de cancer étaient des modèles de tumeurs spontanées chez des souris, et qui nécessitaient donc, pour avoir à intenter un nombre suffisant de souris porteuses de tumeurs, une énorme infrastructure, d'énormes colonies, pour le jour où on veut faire une expérience, avoir les 20 souris qui étaient nécessaires pour pouvoir faire une expérience ayant un sens. Et donc certains instituts, un peu plus tard dans l'histoire, avaient des colonies de plusieurs millions de souris, de manière à pouvoir, à intenter, avoir les quelques dizaines ou les quelques centaines de tumeurs dont ils avaient besoin pour faire ces expériences de sensibilité thérapeutique. Et donc, les premiers modèles de tumeurs transplantées
portable, évidemment, rendait les choses beaucoup plus simples, parce qu'on pouvait passer la tumeur d'une souris à une autre, et on pouvait donc créer assez facilement des cohortes d'animaux qui étaient porteurs de la même maladie, à peu près au même stade de développement, et donc commencer à pouvoir faire des études précliniques. Alors, on continue à bouger avec le développement de nouveaux modèles de cancer, en particulier avec des modèles qui étaient induits par des virus. Et en fait, première grande découverte, c'est pendant la guerre, à la suite d'un accident finalement, d'un dommage de guerre dont je vous donnerai quelques détails plus tard, le développement des moutardes azotées, dérivées du gaz moutarde, dans les lymphomes, et qui vont pour la première fois montrer que l'on peut, avec un produit chimique donné, qui est un produit chimique hyper réactif, on va voir tout à l'heure exactement ce que c'est, obtenir une fonte tumorale, et on peut voir la tumeur disparaître très rapidement, malheureusement de manière transitoire, en réponse à l'administration d'un produit chimique. Et donc ça, c'était évidemment une énorme découverte, parce qu'à côté des approches locales et loco-régionales, ça suggérait qu'il pouvait y avoir une attaque du cancer, ici des lymphomes, par des produits chimiques. Alors, après, les choses s'accélèrent. Il va y avoir un certain nombre de produits, on va les détailler, des dérivés de la vitamine B9 qu'on appelait les antifolates, et puis des analogues des bases constitutives de l'ADN, comme les thiopurines, le 5-fluorouracile, qui vont commencer à apparaître, qui là sont le résultat en fait d'un travail de recherche, un travail qui était éclairé par la structure des nucléotides, en cherchant des dérivés de nucléotides qui allaient être capables de bloquer la synthèse d'ADN. Et puis il commence à y avoir les premiers succès. Et le premier succès, c'est l'utilisation d'un dérivé, d'un antifolate, donc antifolate qui avait été découvert, vous voyez, à la fin des années 40, et dans une forme extrêmement rare de tumeur qu'on appelle le choriocarcinome, eh bien, ces antifolates vont être capables d'induire des guérisons. Et ça, c'était évidemment une révolution, parce que ça établissait le bien fondé de cette approche chimique du cancer, et de dire qu'à part le bistouri et à part les rayons, il y avait des moyens de combattre le cancer avec des produits chimiques. Peu de temps après, à travers des grands efforts de criblage, et en particulier de criblage de substances naturelles, sur lesquelles on reviendra, un certain nombre d'antibiotiques antitumoraux, donc des produits de fermentation, des produits qui venaient de cultures de bactéries, vont être identifiés, et certains de ces produits vont avoir des effets anticancéreux majeurs, et ceci va conduire à l'identification d'un certain nombre de produits qui sont toujours utilisés aujourd'hui. Et puis, les choses s'accélèrent, en particulier avec une combinaison des produits qui avaient été, des molécules qui avaient été découvertes quelques années plus tôt, la guérison d'un lymphome, la maladie de Hodgkin, et d'une forme de leucémie, les leucémies aiguës lymphoblastiques, en particulier celle de l'enfant, qui vont être guéries au cours des années 60 par des combinaisons de la polychimiothérapie à partir des molécules qui avaient été découvertes quelques années plus tôt, et puis la découverte d'une substance naturelle, la vincristine, qui est un inhibiteur de l'activité des microtubules. On y reviendra. Et puis, des choses donc ensuite vont s'accélérer avec la guérison, grâce à la vincristine en particulier, des formes diffuses métastatiques de cancer du testicule, des investissements majeurs du gouvernement américain avec le fameux programme de détection des virus dans les cancers, à une époque où on pensait que la plupart des cancers humains étaient liés à des infections virales, ce dont vous savez que ce n'est pas le cas et que seule une minorité en fait sont liées à ces infections virales, le National Cancer Act, des investissements massifs du Centre national du cancer américain dans la biologie moléculaire, et puis les premiers succès avec la mortalité qui commence à diminuer, et des nouvelles drogues qui apparaissent à la fin des années 90, les premiers anticorps monoclonaux, les inhibiteurs les thérapeutiques ciblées avec les inhibiteurs de tyrosine kinase, et puis toute cette accélération qui ne fera pas partie du tout du cours de cette année des thérapeutiques anticancéreuses, avec le résultat qui, à la fin, est une mortalité par cancer qui finit par diminuer de manière extrêmement sensible. Alors,
Cette chimiothérapie anticancéreuse, c'était évidemment une révolution conceptuelle, car pendant une centaine d'années, les seules approches étaient, encore une fois, la chirurgie et la radiothérapie, avec ses actions loco-régionales. Mais dans des maladies comme les leucémies ou comme les lymphomes, qui sont des maladies diffuses, encore une fois, seule cette option chimique était possible. Et c'est donc dans ces maladies qui, par ailleurs, sont caractérisées le plus souvent par des taux de croissance extrêmement rapides, que les premiers traitements et les premiers succès ont été obtenus. Alors cette idée, comme souvent en médecine, cette idée d'un traitement par voie générale avait été extrêmement mal acceptée, et ceux d'entre vous qui êtes intéressés peuvent lire ces deux revues qui sont pleines d'anecdotes de ces pionniers de la chimiothérapie, rappelant comment on appelait leur service clinique la boucherie, ou la zone des poisons, ou le coin des foutraques. Enfin, il y a toute une série d'adjectifs plus ou moins élogieux sur les gens qui avaient entrepris d'essayer de soigner les cancers par une voie générale. Et puis, au niveau biologique, et c'est ça qui va nous intéresser dans ce cours, ça avait une implication extrêmement forte. Et cette implication extrêmement forte, c'est qu'il existe des différences intrinsèques entre cellules normales et cellules cancéreuses qui vont faire que la cellule cancéreuse va être plus sensible à ce produit chimique que ne le seront les cellules normales. Alors, j'insiste sur le fait qu'à vrai dire, sauf dans la majorité des cas, ces facteurs de sensibilisation biologique ne sont pas très bien connus, et quand ils sont connus, ils sont d'amplitude assez modeste. Et donc je crois qu'on peut dire aujourd'hui que les bases biologiques de cette sensibilité très forte des cellules cancéreuses à certaines de ces molécules sont encore assez mal comprises. Et donc, dès le départ, des scientifiques ont cherché à comprendre cet index thérapeutique. Et donc, l'index thérapeutique, c'est la plus grande sensibilité de la cellule cancéreuse à une drogue que la cellule normale. Et cette sensibilité thérapeutique, ou cet index thérapeutique, est habituellement représenté par ce schéma, dans lequel on représente de manière extrêmement schématique une dose-réponse pour la cellule cancéreuse, qui part de 0 quand ça ne fait rien et qui arrive à 100 quand on a tué toutes les cellules cancéreuses. Et donc, dans le meilleur des mondes possibles, eh bien, on va avoir une grande sensibilité de la cellule cancéreuse et une sensibilité plus faible de la cellule normale. La différence entre ces deux courbes traduisant l'index thérapeutique et donc l'hypersensibilité de la cellule cancéreuse à la molécule en question. Alors vous savez tous, bien entendu, que malheureusement, cet index thérapeutique pour la plupart des molécules n'est pas du tout aussi large, et que la plupart des produits utilisés en chimiothérapie anticancéreuse vont avoir une toxicité tout à fait notable sur les tissus normaux, et en particulier sur les tissus à prolifération rapide, ce qui fait que dans la vraie vie, en fait, la toxicité, elle est plus souvent là que là. Mais il existe quand même des exceptions, et nous verrons quelle en est la base. Alors, un des premiers facteurs pour expliquer cet index thérapeutique a été finalement le taux de prolifération, avec l'idée, et il faut garder en mémoire que ces premiers travaux ont souvent été faits sur des modèles de leucémie, pour les raisons que je vous ai expliquées. Les leucémies sont souvent des tumeurs à prolifération extrêmement rapide, et donc la base de l'index thérapeutique avec les premiers inhibiteurs était assez souvent le taux de prolifération. Et ceci expliquait aussi les toxicités, en particulier les toxicités pour les cellules sanguines normales, toxicités pour la peau ou pour le système digestif de cet agent. Ces tissus hématopoïétiques ou digestifs étant des tissus qui sont soumis à un renouvellement normal rapide, et donc évidemment à une toxicité élevée d'agents qui ciblent les tissus en renouvellement rapide. Et au fond, et on va voir au fur et à mesure du cours des exemples, les bases biologiques de l'association
entre un type de chimiothérapie et un type de tumeur ne sont pas toujours très bien comprises. On verra quelques exemples dans lesquels on comprend, mais il y a aussi beaucoup de situations où on ne comprend pas. Et ceci conduit, on verra un exemple dans le troisième cours, à des approches de repositionnement où des molécules qui ont été largement utilisées pour un type de cancer vont être utilisées un jour dans un autre type et parfois avec des résultats tout à fait frappants et satisfaisants. Donc, cette chimiothérapie, encore une fois, dont vous avez compris que l'explosion conceptuelle a eu lieu au début des années 60, on conduit à des concepts majeurs, à la découverte de concepts majeurs dans la biologie du cancer, en particulier des modélisations mathématiques sur la vitesse de croissance de la tumeur, sur la vitesse de mort de la tumeur, sur la fraction résiduelle, sur les vitesses de restauration ensuite. On a également pu montrer à cette époque le rôle de la prolifération, et pour la plupart des agents qui ont été découverts dans les années 50-60, effectivement, c'était des agents ciblant des cellules en prolifération très rapide. On verra des exemples. Rôle de la dissémination aussi, importance des doses, ça j'y reviendrai aussi. Et un certain nombre de ces modèles mathématiques, en particulier ceux menés sur un modèle de leucémie qui s'appelait la leucémie L1210, qui était une leucémie de souris qui poussait presque aussi vite qu'une culture bactérienne, on a pu faire des calculs et des modélisations qui montraient que dans ce modèle-là, il fallait tuer la dernière cellule pour guérir et qu'une seule cellule était capable de réinitier la leucémie, modèles qui ont été aujourd'hui revisités avec le concept de cellules souches cancéreuses ou de cellules souches leucémiques qui représentent cette fraction de cellules qui sont douées de ce pouvoir clonogénique et qui vont avoir la capacité de réinitier la maladie. Et le fait que la masse tumorale est très importante a donné lieu à la fameuse classification TNM, T pour tumeur, N pour node, c'est-à-dire ganglion, M pour métastase, qui a été pendant très longtemps un moyen clinique de juger de l'extension, de la gravité, de la dissémination d'une tumeur. Évidemment, la taille de la tumeur devient un facteur extrêmement important, sachant qu'il faut tuer la dernière cellule et que donc, si une tumeur est 10 fois plus grosse, il va être 10 fois plus difficile de tuer la dernière cellule pour obtenir la guérison. Un peu plus tard, des variantes de la chimiothérapie ont été développées. La première, c'est celle qu'on appelle la chimiothérapie néoadjuvante, c'est-à-dire la chimiothérapie première, qui va avoir pour rôle de réduire la masse tumorale, d'éliminer les micrométastases qui ont pu être semées à distance, de manière à rendre possible une prise en charge loco-régionale secondaire. Donc typiquement, pour des tumeurs avancées, on va avoir recours à cette chimiothérapie pour réduire la taille de la tumeur, la rendre opérable, stériliser éventuellement des micrométastases qui ont pu déjà être disséminées et faire ensuite une prise en charge classique par chirurgie et radiothérapie. Et puis, il y a l'image en miroir, si j'ose dire, qu'on appelle la chimiothérapie adjuvante, dans laquelle on va avoir une chirurgie et radiothérapie initiale, et on va avoir secondairement une chimiothérapie pour tuer les micrométastases et tuer ou inactiver ce qu'on appelle les cellules cancéreuses dormantes, qui vont être des cellules qui seront déjà sorties du champ d'irradiation, qui peuvent ne pas se mettre à proliférer pendant quelques années et se réveiller secondairement. Et donc le but de cette approche adjuvante, c'est d'essayer de stériliser ces cellules dormantes à distance. Alors, quelle a été l'évolution ? Bien, je vous ai dit qu'au départ, les toutes premières expériences donc, avec les moutardes azotées avaient montré une fonte, donc dans les années 40, une fonte de ces lymphomes qui ont suscité évidemment d'énormes espoirs dans la communauté médicale. Mais à cette fonte tumorale, malheureusement, succédait une repousse extrêmement rapide. Donc on avait un effet anti-lymphomateux, anti-leucémique majeur,
parfois même une disparition transitoire de la tumeur, et puis elle repoussait, en fait, parce que dans ces systèmes-là, il y avait beaucoup de cellules clonogéniques, et donc les quelques cellules persistantes allaient permettre de faire repartir la leucémie extrêmement vite. Donc au départ, des régressions transitoires, et puis avec l'augmentation des doses, avec la polychimiothérapie, on va avoir des rémissions prolongées. À ces rémissions prolongées, on fait suite une augmentation de la survie, qui est évidemment en médecine, avec la qualité de vie, le critère qu'on cherche à obtenir. Et puis enfin, des guérisons, à commencer par la guérison des choriocarcinomes, et puis ensuite, assez rapidement ensuite, la guérison des leucémies aiguës lymphoblastiques et la guérison des cancers du testicule métastatiques. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé à ces guérisons? Eh bien, on est arrivé avec ces guérisons essentiellement par des combinaisons, et c'est ce qu'on a appelé la polychimiothérapie, avec un parallélisme avec les infections bactériennes, et vous savez bien sûr que des infections bactériennes sévères, comme par exemple la tuberculose, vont être soignées avec des combinaisons d'antibiotiques différents, de manière à éliminer les sources de résistance. Et bien là, exactement avec le même raisonnement, on va mettre en route ces polychimiothérapies, au départ de manière complètement empirique, essentiellement en associant les différents produits qui étaient disponibles sur le marché pour réaliser ces premières polychimiothérapies qui ont permis donc des rémissions durables et des guérisons à partir de la fin des années 50. Encore une fois, j'insiste sur le fait que ces combinaisons avaient été établies par opportunité et non pas par mécanisme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on avait un raisonnement, c'est parce qu'on avait simplement un certain nombre de molécules et qu'on s'est dit qu'en les combinant, ça irait mieux que de les avoir isolées. Alors, au fil des ans, toujours dans ces années 50-60, on va avoir des apparitions de plusieurs classes de produits. D'abord, les produits qu'on appelle alkylants, qui sont des réactifs chimiques simples, capables de transférer des molécules, la molécule dérivée du médicament, sur une très grande variété de macromolécules biologiques, avec les deux grandes classes que sont le cyclophosphamide, le cisplatine. On va en parler. Ensuite, une deuxième classe qui sont les antimétabolites. Et donc les antimétabolites, ce sont des médicaments qui là vont cibler assez spécifiquement la biochimie de synthèse des nucléotides, c'est-à-dire la biochimie de fabrication de ces éléments, de ces briques de base qui vont, par polymérisation, créer la molécule d'ADN. Donc, dans les exemples, on va voir le méthotrexate, les mercaptopurines. Ensuite, les poisons du fuseau mitotique, c'est-à-dire des molécules naturelles, complexes, par opposition aux précédentes, qui vont être capables de bloquer les microtubules qui sont donc les grands vecteurs de mouvement et de transport des molécules à l'intérieur de la cellule. Et donc, de manière assez paradoxale, en fait, on a deux molécules, la vincristine et le taxol, qui ont des effets opposés. L'un dépolymérise les microtubules, l'autre bloque la forme polymérisée des microtubules, mais tous les deux vont avoir un effet anticancéreux. On va ensuite avoir des intercalants de l'ADN, qui sont des espèces chimiques qui vont être capables de rentrer entre les paires de base de l'ADN, on verra une illustration, et puis des inhibiteurs d'une classe d'enzymes extrêmement importante qu'on appelle les topoisomérases, qui vont en fait être des enzymes qui vont défaire les nœuds de la molécule d'ADN, qui vont permettre de séparer des brins d'ADN l'un de l'autre. Et puis plus tard, et on n'en parlera pas dans ce cours, l'apparition des anti-hormones, des anticorps, et puis des thérapeutiques ciblées. Alors j'insiste encore une fois sur le fait qu'il s'agit souvent de découvertes empiriques, car il n'y avait pas de bon système de criblage prédictif de la valeur de ces produits dans les maladies humaines, que ce soit d'ailleurs pour les agents ou pour les combinaisons. Et vous verrez que ce sera un thème récurrent de ce cours, c'est qu'au fond, aujourd'hui, on n'a pas encore de bons ou de très bons systèmes de prédiction de l'efficacité de ces médicaments, ce qui pose des problèmes pour des choses aussi simples que de juger de la dose optimale, et je vous présenterai des exemples
à travers lesquels, sur des cohortes de patients, on a pu réaliser de grands progrès simplement en changeant la dose, ou des combinaisons, encore une fois, combinaisons qui au départ étaient fournies par l'opportunité et dont on cherche maintenant à faire des combinaisons rationnelles fondées sur des mécanismes. Alors, encore une fois, au départ, grande emphase portée sur les maladies hématopoïétiques, qui étaient des maladies très graves, à progression extrêmement rapide, pour lesquelles il n'y avait pas d'autres opportunités thérapeutiques. Mais de manière assez intéressante, et sous la pression du Congrès américain, qui était évidemment constitué d'hommes qui étaient assez préoccupés, vu leur âge, par leur prostate, il y a eu une pression politique extrêmement importante pour se tourner vers d'autres types de tumeurs, et en particulier tumeurs de prostate et puis ensuite tumeurs du sein. Donc, commençons par les alkylants. Alors, les alkylants, de manière intéressante, toute cette recherche commence par une opération de guerre. Une opération de guerre dans le port italien de Bari. L'armée américaine avait stocké des provisions de gaz de combat, se disant que si les Allemands les utilisaient, il serait bien d'avoir des provisions pour pouvoir répondre en face. Et donc il y avait des provisions importantes de gaz moutarde qui étaient stockées dans ce port, qui se pensait à l'abri des bombardements allemands. Et ces bombardements, en fait, ont eu lieu et ont libéré dans ce port des quantités extrêmement importantes de gaz moutarde sur des soldats alliés qui ont été autopsiés. Et quand on les a autopsiés après leur mort, on s'est aperçu en fait qu'il y avait un effet majeur sur la moelle osseuse et les cellules sanguines, suggérant donc que ce gaz moutarde pouvait avoir des effets sur ce type de cellules. Et c'est à partir de cette observation, donc vous voyez que c'est finalement un fait de guerre, que l'on a découvert les premières molécules. Donc voilà la structure de la moutarde azotée. Vous voyez que c'est une molécule extrêmement simple. Et cette molécule extrêmement simple, lorsqu'elle va être injectée chez des patients, va induire des rémissions transitoires chez un patient porteur de lymphome. Et c'est ça qui a vraiment lancé, comme je vous le disais, ce concept de chimiothérapie, avec, vous voyez, des molécules qui sont extrêmement simples et qui, au fond, avaient été faites pour tout à fait autre chose, puisque c'était des gaz de combat. Alors, il est important de savoir que ces études ont débouché sur des produits qui sont encore très largement utilisés de nos jours, qui sont les alkylants, font partie du traitement classique d'un certain nombre de cancers. Alors, face à une molécule évidemment aussi simple, se pose immédiatement la question de savoir quelles sont les cibles moléculaires. Est-ce qu'on peut imaginer des mécanismes spécifiques qui vont sous-tendre l'effet de ces molécules? Eh bien, la première cible qui a été étudiée, c'est la molécule d'ADN elle-même. En effet, il a été montré que par des réactions chimiques que je ne vais pas vous décrire, cette molécule extrêmement réactive va cibler en fait cet atome d'azote sur la molécule de guanine. Et avec chacun des deux bras étant capable de cibler une molécule de guanine, on va créer sur la molécule d'ADN des ponts interchaînes, et donc on va souder les deux chaînes de la molécule d'ADN, induisant donc un dégât sur cette molécule d'ADN qui est un dégât extrêmement sévère, puisque un tel dégât, s'il n'est pas réparé par les mécanismes de réparation de ce type d'adduit interchaîne, va empêcher complètement la réplication, puisque comme vous le savez, la réplication de l'ADN commence par la séparation des deux chaînes qui ne sont normalement liées que par des ponts hydrogènes et jamais par des liaisons covalentes. Et donc toute liaison covalente entre les deux chaînes implique l'existence d'un mécanisme de réparation. Alors ça paraissait très simple, ça paraissait d'ailleurs un peu suspect qu'une molécule aussi simple, aussi réactive, finalement, ne cible que l'ADN. Et effectivement, ça ne cible... D'abord, ça va cibler l'ADN de plusieurs manières, et puis ça ne cible pas que l'ADN, comme on va le voir. Donc, l'exemple classique est représenté ici. C'est un lien entre les deux chaînes différentes.
donc conduisant à cette soudure des deux brins d'ADN, mais il y a également des liens possibles de deux bases à l'intérieur de la même chaîne, ce qu'on va appeler des liaisons un cross-link intra-chaîne. Il peut y avoir une liaison unique, et puis il peut y avoir également une liaison entre une base de l'ADN et puis une protéine. Vous savez que l'ADN est entouré de très nombreux types de protéines, des protéines histones ou non histones, qui vont impacter cet ADN, qui en fait dans la cellule ne se présente pas du tout comme quelque chose de libre et exposé, mais quelque chose au contraire de bien caché, bien impacté, et donc on peut arriver à avoir ce type de liaisons aussi, qui sont des liaisons qui vont poser d'autres problèmes au moment de la réplication, parce qu'évidemment la machinerie de réplication ne pourra pas passer sur ce type d'aduit. Donc en fait des liaisons très, très différentes, et on ne sait pas très bien quel est le mécanisme clé, et puis on ne sait pas non plus très bien quel va être le mécanisme d'action en aval, même si on se doute que dans certains cas, ça va être la cassure de l'ADN, puisque si on cherche à répliquer un ADN qui n'a pas été réparé et qui a ce type d'interaction, eh bien cette molécule d'ADN va se casser, ce qui va ensuite déclencher une série de réactions. Alors, les moutardes azotées ne sont pas le seul type d'alkylant qui a été développé. Il y en a toute une famille, avec en particulier le cisplatine qui est très largement utilisé, qui vous est représenté ici. Ici, c'est la nitrosourée. Et vous voyez que cette molécule de cisplatine, c'est une molécule là aussi extrêmement simple, avec un atome de platine fortement réactif au milieu, et puis deux chlores et deux groupements NH3 qui vont entourer cette liaison. Donc on a des structures et des activités thérapeutiques qui sont sensiblement différentes, et au fond, les liens entre type d'alkylant et type de cancer et type d'activité sont, encore une fois, assez mal compris. On a impliqué des problèmes d'import de ces molécules, de métabolisme, de mécanismes de réparation aussi. Et à ce titre, et on y reviendra, les dérivés du platine sont particulièrement actifs dans des tumeurs qui sont dépourvues de systèmes de réparation, ou pour lesquels certains systèmes de réparation des lésions à l'ADN sont déficientes. Alors, ces molécules sont considérées comme étant relativement indépendantes du cycle cellulaire, c'est-à-dire qu'elles vont cibler, au fond, aussi bien des cellules qui sont éventuellement transitoirement quiescentes que des cellules qui sont en division rapide. Et se pose bien sûr le problème du fondement de l'index thérapeutique. Encore une fois, on ne comprend pas très bien pourquoi ce genre de molécules qui vont finalement un peu souder tout ce qu'il y a dans la cellule serait plus spécifiquement toxique pour des cellules cancéreuses que pour des cellules normales, posant le problème de savoir si la cible est seulement l'ADN. Il est clair qu'une partie des cibles sont les ADN, mais il y en a probablement d'autres. Et donc, j'ai pris un schéma provenant d'une revue récente écrite sur la question, disant qu'au fond, eh bien, la cible, ce n'est pas seulement l'ADN. Et quand, par exemple, avec du cisplatine, on mesure quelle est la fraction des atomes de platine qui sont ciblés à la molécule d'ADN, eh bien, on arrive à la conclusion que seuls 10% des atomes de platine sont liés à l'ADN, ce qui veut dire que 90% de l'alkylation a eu lieu sur d'autres molécules que la molécule d'ADN. Et parmi ceux-là, on peut décrire des protéines avec des fonctions thiol en particulier qui sont extrêmement sensibles aux attaques nucléophiles du cisplatine. On peut également mentionner l'ARN, les poules de nucléotides non encore intégrées dans l'ADN, les différentes espèces d'ARN, également la mitochondrie qui, d'une part, a son propre ADN, qui peut être ciblé par ces alkylants, et qui a également d'autres protéines extrêmement réactives, et en particulier des protéines à thiol, qui pourraient être très bien ciblées par le cisplatine, et éventuellement également des composants lipidiques de la membrane. Donc tout ceci fait que
cette alkylation est globale, elle est extrêmement toxique pour les cellules cancéreuses, mais on ne sait pas au fond qu'est-ce qui est le plus important. Alors un certain nombre de travaux sur lesquels on reviendra disent que des molécules comme les thiols cellulaires ou le glutathion, qui est une molécule qui a deux fonctions thiol et qui est un régulateur essentiel du stress oxydant à l'intérieur de la cellule, sont également des cibles importantes qui vont moduler la sensibilité aux cisplatines. Il y a des liens entre le métabolisme de la cellule et la cisplatine qui ont également été décrits. Et des études récentes ont suggéré également qu'il pouvait y avoir un ciblage non pas seulement de l'ADN présent à l'intérieur du noyau, mais également un ciblage de l'ADN présent à l'intérieur de la mitochondrie, et que ceci pourrait être à l'origine de la plus grande sensibilité de ces cellules cancéreuses aux cisplatines. Alors pourquoi ? Eh bien d'abord parce que les mitochondries ont une charge globalement négative, qui vont attirer les molécules activées de cisplatine, que par ailleurs la réparation des adduits est beaucoup plus difficile dans la mitochondrie qu'elle ne l'est dans le noyau, c'est-à-dire que dans le noyau il y a de nombreux systèmes de réparation des défauts de l'ADN sur lesquels on reviendra. Et la mitochondrie, elle, a beaucoup moins de systèmes de réparation, et donc elle est beaucoup plus sensible à des lésions de type alkylation sur son ADN. Et effectivement, des travaux qui ont été menés, non pas sur des cellules cancéreuses, mais sur des cellules normales, qui sont extrêmement sensibles à la toxicité aiguë aux cisplatines, comme par exemple la toxicité rénale, eh bien, il a montré que la toxicité rénale aiguë en réponse aux cisplatines était modulée par des anomalies de la fonction mitochondriale, suggérant donc que pour ces cellules normales, encore une fois, le statut de la mitochondrie allait être un déterminant important de la toxicité rénale aiguë des alkylants. Et donc ceci pose des questions qui ne sont toujours sans réponse. Donc est-ce qu'il y a une contribution des adduits des ADN mitochondriaux à la réponse ? Et est-ce que l'état des mitochondries des cellules tumorales avant le traitement va-t-il avoir un lien avec la réponse clinique ? On peut imaginer que des cellules tumorales pour lesquelles les mitochondries ont, pour des raisons diverses, avant le traitement, déjà des caractères plus ou moins dysfonctionnels, et on connaît des exemples, ceci va influencer la réponse à la chimiothérapie. Et donc ceci a conduit certains groupes à se poser une question extrêmement simple, se dire au fond, est-ce que si on cherche à cibler spécifiquement la mitochondrie, est-ce qu'on va augmenter l'efficacité thérapeutique ? Et je vous montre juste une figure d'un article de recherche, on n'est pas du tout dans la clinique là, mais encore sur des recherches, sur lesquelles, sur une molécule de cisplatine, on a greffé, vous voyez, cette grande séquence en partie hydrophobe qui va permettre de cibler assez spécifiquement les atomes de platine dans la mitochondrie. On voit, quand on regarde ici en gris des cellules apoptotiques, que ces résidus sont beaucoup moins apoptotiques que le cisplatine habituel, si j'ose dire, qui est beaucoup plus toxique. Vous voyez, à forte concentration, il va tuer plus de 30% des cellules. Mais de manière intéressante, si on s'intéresse à une cellule pour laquelle on a un défaut de réparation des ADN mitochondriaux par un défaut d'une polymérase, qui est la polymérase gamma, eh bien qu'en présence de ce défaut de polymérase gamma, on va avoir une augmentation assez forte de la toxicité uniquement avec cette forme de platine, et que donc, alors qu'on a finalement assez peu de modulation de l'efficacité du cisplatine standard. Et donc ceci suggère, même si c'est de manière indirecte, que l'adressage de ces atomes de platine à la mitochondrie en présence de défauts génétiques qui vont empêcher la réparation de l'ADN mitochondrial s'accompagne d'une plus forte létalité. Alors, des questions encore ouvertes. Pratiquement un patient sur deux va recevoir des alkylants.
on connaît encore mal les bases de la réponse et les déterminants de la réponse. Est-ce que tout passe par la modification de l'ADN? Eh bien, nous verrons un exemple dans le cours prochain, tiré d'un article récent d'un groupe du MIT qui montre qu'en fait, certains dérivés de platine vont effectivement cibler l'ADN nucléaire par la formation d'adduits, mais que d'autres dérivés du platine, et en particulier ceux utilisés dans les tumeurs coliques, vont passer par un mécanisme complètement différent, donc suggérant que suivant les dérivés, on va avoir des types d'activités un peu différentes. Quels sont les prédicteurs de la réponse, les prédicteurs cliniques? Est-ce qu'on peut augmenter l'effet clinique en modifiant le métabolisme? Je vous ai dit que le taux de glutathion était un déterminant important, au moins ex vivo, de la réponse à ces produits. Est-ce qu'in vivo, on peut arriver à modifier ceci? Est-ce qu'on peut changer les molécules et améliorer les molécules pour essayer d'avoir un ciblage plus spécifique et plus efficace? Alors, au fond, tout ça, ce sont des questions difficiles et ce sont des questions qu'on peut essentiellement résoudre en étudiant des patients. Et donc, j'ai juste choisi une image pour illustrer ceci, qui est une étude publiée il y a quelques années sur la résistance de cellules de cancer du testicule aux cisplatines, en comparant des patients, des profils génétiques, des mutations présentes au diagnostic, chez des patients qui sont sensibles aux cisplatines ou chez des patients qui sont résistants aux cisplatines. Et ceux d'entre vous qui ont suivi les cours l'an dernier se souviendront du rôle important de la protéine P53 dans la réponse au stress aigu, en particulier aux cassures de l'ADN. Et vous voyez que de manière tout à fait remarquable, la perte de la fonction de P53 ou l'amplification du régulateur négatif de P53 qui s'appelle MDM2, eh bien, cette boucle de régulation extrêmement connue va être retrouvée de manière préférentielle chez les patients résistants, alors qu'elle est observée que de manière tout à fait exceptionnelle, ici une fois, chez des patients sensibles au traitement. Et donc cette observation, encore une fois, qui est tirée de cohortes de patients, donc là on est dans des données qui sont cliniquement relevantes, suggère en fait que dans le mécanisme de la réponse thérapeutique, l'activation du gène P53 va jouer un rôle important, puisqu'en effet, si ce gène est muté ou si son régulateur négatif est amplifié, on va avoir une situation de résistance, ce qui veut dire qu'au moins une partie de la réponse passe par l'activation de P53 dans cette maladie. Alors on voit également de manière assez spécifique chez 3 patients une amplification de l'oncogène endémique, qui est aussi un facteur de survie et de prolifération qui est souvent associé à la rechute ou à la résistance thérapeutique. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour les alkylants. Passons maintenant aux antimétabolites. Donc les antimétaboliques, c'est une autre classe. Vous voyez que la première classe, les alkylants, on est vraiment dans des molécules extrêmement réactives, extrêmement simples, extrêmement brutales dans leur capacité finalement à interagir avec toutes sortes de macromolécules à l'intérieur de la cellule. Là, on est dans des molécules sensiblement plus ciblées, où on va chercher à interférer avec la synthèse de nucléotides et donc la synthèse de l'ADN. Alors on va voir successivement les dérivés de l'acide folique, le méthotrexate, qui est un coenzyme pour les voies de synthèse des nucléotides, et puis ensuite des bases modifiées, donc des nucléotides modifiés, que sont la 6-mercaptopurine, la 5-fluorouracile, la cytosine arabinoside. Donc déjà, pour ceux d'entre vous qui ont un petit peu de culture biochimique, vous voyez qu'on a des non-nucléotides, c'est donc des dérivés de nucléotides, et qui vont bloquer la synthèse de l'ADN. Alors contrairement aux alkylants, dont je vous ai dit qu'ils étaient actifs a priori sur des cellules en cycle ou des cellules pas en cycle, là, on a des inhibiteurs de la synthèse de l'ADN, et ces inhibiteurs de la synthèse de l'ADN vont, de manière assez logique, être particulièrement actifs sur des cellules en croissance rapide, des cellules qui sont majoritairement en phase S du cycle cellulaire. Et je vous rappelle que les modèles de criblage qui étaient utilisés à l'époque où on a sorti ces molécules, étaient essentiellement des dérivés de leucémie à croissance extrêmement rapide, et donc le ciblage s'effectuait principalement
sur la capacité à bloquer la prolifération en bloquant la synthèse d'ADN. Alors, c'est une explication qui est logique, c'est une explication qui est peut-être un peu courte, parce qu'on peut se poser au fond la question de savoir si c'est juste l'inhibition de la synthèse d'ADN, ou alors la synthèse d'ADN possédant des bases anormales, ce qui n'est pas du tout la même chose en biologie, ou alors l'induction de cassure de l'ADN à la suite, par exemple, de l'incorporation de ces bases anormales. Et ça, au niveau biologique, c'est trois choses extrêmement différentes. Dans un premier cas, la molécule est normale, simplement on ne peut pas la synthétiser. Dans l'autre, elle est anormale, et donc on va mettre en route des systèmes de réparation. Donc, première classe, les antifolates, qui sont des produits qui sont toujours utilisés aujourd'hui. On verra les exemples. Et donc ça, c'est dérivé en fait de l'étude d'une vitamine. Et il avait été montré que cette vitamine, la vitamine B9, va favoriser la croissance des leucémies aiguës lymphoblastiques ex vivo. Et à l'inverse, sur des modèles animaux, si on fait une carence complète en vitamine B9, eh bien, on va obtenir des images qui sont des images d'aplasie médulaire, c'est-à-dire que la moelle s'arrête de pousser, un peu comme ce qu'on voyait avec l'exposition aiguë à la moutarde azotée. Et donc, ça sont des observations des années 40. Et donc, dans les années 40, on va essayer de faire des antagonistes de cette vitamine dont la structure est connue, en se disant au fond que si on a une dose dépendance à cette vitamine, si beaucoup de vitamine fait que ça pousse bien, et si plus de vitamine fait que ça ne pousse plus, en faisant des molécules qui vont ressembler à la vitamine B9, mais qui vont bloquer la fonction des enzymes nécessitant cette vitamine pour leur activité, on devrait arriver finalement à mimer la carence en vitamine B9. Et ceci est capable d'induire des rémissions sur des modèles ou chez des patients de leucémie aiguë lymphoblastique. Et en fait, ça cible toutes les divisions rapides. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été le premier exemple de guérison par la chimiothérapie avec la guérison des choriocarcinomes. C'est également utile dans d'autres types d'indications, et en particulier après la chirurgie des ostéosarcomes. Alors, un petit peu de chimie. L'acide folique, donc cette vitamine B9, c'est un coenzyme de plusieurs méthyltransférases, donc il va être impliqué dans d'assez nombreuses chaînes métaboliques dans lesquelles des enzymes vont chercher à transférer des groupements méthyl. Et en fait, il y a plusieurs types d'antifolates. Il y a certes des anticancéreux, dont on va parler aujourd'hui, mais dans ces inhibiteurs, il y a également des antibiotiques, des antiparasitaires ou des immunosuppresseurs. Donc vous voyez que cette vitamine est utile dans toute une série de contextes. Et dans le cas du traitement du cancer, comme on va le voir dans la diapositive suivante, la cible, c'est une enzyme qui est bien connue, qui s'appelle la dihydrofolate réductase, ou DHFR. Et cette enzyme est indispensable à la synthèse de nucléotides. Elle va donc conduire à une impossibilité à synthétiser de l'ADN ou de l'ARN simplement par manque des briques d'origine que sont les nucléotides. Alors voilà la structure de la vitamine, et voici la structure de l'inhibiteur compétitif, et vous voyez qu'il va être caractérisé à la fois par la présence d'un groupement NH2 ici et d'un groupement méthyle au milieu. Donc une structure, un squelette qui ressemble beaucoup à l'acide folique, mais des modifications sur des positions clés qui vont en faire un antagoniste. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. Voici le folate qui arrive sous forme de vitamine. Il est transformé en dihydrofolate, puis en tétrahydrofolate par cette enzyme clé qui est la DHFR. Et ce tétrahydrofolate va permettre de réaliser des boucles de transfert, et en particulier va être indispensable à la synthèse de thymidine monophosphate par une enzyme qui s'appelle la thymidine synthase, qui est une enzyme qui est également ciblée par un autre antimétabolite que j'ai mentionné, qui est le 5-fluorouracile. Donc on trouve une convergence finalement entre l'inhibition de cette enzyme par le méthotrexate
et l'inhibition d'une des cibles d'aval, qui est la thymidylate synthase, tout ceci empêchant la synthèse de thymidine et donc la synthèse d'ADN. Alors vous voyez par ailleurs que cette enzyme DHFR et ce produit, cette forme active du coenzyme, la tétrahydrofolate, va être aussi impliqué dans toutes sortes d'autres opérations métaboliques, et en particulier dans la production de glutathion, de cystéine, enzymes et résidus absolument essentiels au contrôle du stress oxydant. Il est donc possible qu'une partie des effets du méthotrexate passe par l'inhibition de ce peptide essentiel au contrôle du stress oxydant. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à savoir que c'est vraiment la DHFR qui est la cible? Eh bien, là encore, en étudiant des patients, et en particulier en étudiant des patients résistants, et des études qui se sont étalées sur un certain nombre d'années ont montré que soit chez des patients, soit sur des modèles de lignées cellulaires résistantes, on allait avoir des mutations et des amplifications de tous les éléments de cette cascade, avec des mutations du transporteur qui font évidemment que le méthotrexate ne peut plus rentrer dans la cellule, et s'il ne peut plus rentrer dans la cellule, évidemment, il va être inactif. Des amplifications géniques du gène de la DHFR, et donc évidemment si le gène est massivement amplifié, il va être plus difficile de l'inhiber, et donc on va perdre une partie de l'efficacité thérapeutique. Également des modifications de la polyglutamation du méthotrexate, des mutations également dans les cascades d'apoptose. Tout ça est observé en association avec la résistance, et ceci donc, comme tout à l'heure pour l'exemple de P53 et des alkylants, démontre de manière fonctionnelle le ciblage de cette voie et montre que c'est bien la DHFR et la cascade que je vous ai présentée qui est responsable de l'effet thérapeutique chez les patients. Alors, de manière assez intéressante, le méthotrexate est également utilisé dans certaines maladies auto-immunes, et il semble que dans ce cas-là, le mécanisme d'action soit différent. Donc il y a, en plus de l'inhibition de synthèse des nucléotides, beaucoup d'autres effets métaboliques. J'ai cité la formation du glutathion qui pourrait participer aux effets anticancéreux. Et en aval de la DHFR se trouve la thymidylate synthase qui est ciblée par le 5-FU, montrant que, encore une fois, des molécules très différentes peuvent à la fin converger sur un certain nombre de voies biochimiques. Et il y a d'autres utilisations des antifolates à faible dose en pharmacologie, en particulier dans des maladies auto-immunes, avec de manière assez intéressante la prolifération en fait, d'un lymphocyte activé est probablement une des proliférations les plus rapides de cellules normales dans l'organisme. Et donc cette prolifération extrêmement rapide peut être ciblée aussi par des molécules comme la méthotrexate et comme on le verra également par la mercaptopurine. Donc deuxième exemple dans ces antimétabolites, c'est la cis-mercaptopurine. Donc cette fois-ci, on est avec des analogues des bases nucléotidiques. Vous avez ici les bases normales, et vous voyez que ces dérivés, au fond, sont obtenus en remplaçant ici cette fonction NH2 par une fonction SH, idem pour l'atome d'oxygène ici, qui est remplacé par un groupement thiol. Et donc, ces bases anormales vont, au fond, à la fois entrer en compétition avec les bases normales et éventuellement rentrer également dans la composition des acides nucléiques et créer des ADN ayant des bases anormales. Alors, la raison pour laquelle j'ai choisi de vous parler de cet exemple, c'est qu'en fait, il y a une très belle illustration historique, peut-être une des premières illustrations de ce qu'on appelle la pharmacogénomique, c'est-à-dire de notre inégalité devant les médicaments du fait de modifications d'un certain nombre d'enzymes de synthèse de ces médicaments. En effet, on sait que ces nucléotides modifiés, la cis-mercaptopurine, vont être éliminés par une enzyme qui s'appelle la thiopurine méthyltransférase, qui va en fait ajouter un groupement méthyle sur cette base modifiée, qui va faire que celle-ci va être éliminée.
Or, il se trouve qu'il y a des polymorphismes extrêmement importants dans la population générale sur cet enzyme, faisant que certains patients, la plupart ont une activité normale, 10% ont une activité faible et environ 0,3% ont une activité nulle. Et évidemment, quand on a une activité nulle pour une enzyme de détoxification, eh bien, ça va exposer au surdosage. Et il y a donc un certain nombre d'accidents graves qui ont été observés avec cette molécule, avec donc des variants de cette enzyme, variants de cette enzyme qui font que quand il n'y a plus de fonction, eh bien, on va avoir des taux extrêmement élevés de produits actifs, et donc on va avoir un surdosage expérimental. Et donc aujourd'hui, donc ceci vous est représenté ici, hein, évidemment avec la distribution des doses suivant les profils d'activité de l'enzyme. Et quand on a une fonction abolie, eh bien, on va avoir un surdosage extrêmement important de ce médicament. Et donc aujourd'hui, on fait en fait un typage par biologie moléculaire de cette enzyme pour savoir si le patient à qui on se propose d'administrer ce produit présente une enzyme active, peu active ou inactive, et de manière à ajuster les doses, puisque à ce moment-là, il est évidemment très simple de diminuer considérablement la dose, de manière à se trouver dans les bonnes concentrations thérapeutiques. Donc historiquement, en fait, donc, tout ça a évidemment commencé par des accidents, hein, par des surdosages, et une des premières illustrations hein, de la pharmacogénétique dans laquelle on va, a priori, avant d'utiliser ces produits, chercher à savoir dans quel groupe se trouve le patient. Là encore, la question en fait lancinante, hein, est-ce que l'efficacité thérapeutique est liée à un blocage de la synthèse ou à la création d'un ADN anormal? Qu'est-ce qui conditionne la réponse thérapeutique? Et comme le méthotrexate, en fait, ce cis-mercaptopurine peut aussi être utilisé comme inhibiteur, immunosuppresseur dans des maladies auto-immunes, encore une fois, pour bloquer la prolifération de clones lymphocytaires qui, après stimulation, est l'une des plus rapides du corps. Alors, je vais passer maintenant à un deuxième volet très différent. Vous voyez que là, on était dans des molécules qui étaient chimiquement relativement simples. Hein. On a soit des espèces chimiques ultra-réactives, hein, que sont les alkylants, soit finalement des bases nucléotidiques modifiées auxquelles on a rajouté un fluor, un soufre ou autre chose. Et puis, à partir des années 50, on a commencé à s'intéresser aux substances naturelles. Et évidemment, la chimie des substances naturelles est une chimie infiniment plus complexe. Et donc, s'est posé le problème du criblage. Donc, au départ, je vous ai dit que les modèles expérimentaux étaient des modèles animaux. Et des modèles d'animaux avant transplantation, ce qui imposait d'avoir des colonies de souris gigantesques. Hein. Je crois qu'on disait qu'à une certaine époque, l'Institut du cancer américain avait en permanence 3 millions de souris pour arriver à générer le bon nombre de souris porteurs de maladies, avec donc des problèmes logistiques extrêmement importants. Et puis, un peu plus tard, dans les années 50, on a commencé à prendre un modèle qui a été utilisé très largement dans le monde, qui est un modèle de leucémie qu'on appelait L1210, qui est un modèle transplantable, un modèle qui pousse extrêmement vite et donc qui était très adapté au crible de molécules étant capables de s'opposer à la synthèse de l'ADN. Et donc, évidemment, en criblant des anticancéreux avec ce type de système, on va avoir un biais sur la croissance, c'est-à-dire qu'on va bien sûr ne sortir par ce crible que des molécules qui ont des effets majeurs sur la croissance et pas forcément des molécules qui ont un effet sur la survie d'autres types de cancers. Et donc, un peu plus tard, dans les années 60, 70, on a commencé à s'intéresser
des chercheurs se sont dit à juste titre qu'au fond, chercher à identifier des anticancéreux actifs dans les cancers de prostate qui ne poussent pas très vite en utilisant un modèle de leucémie, ce n'était pas très logique, et que donc il fallait avoir un ensemble représentatif de lignées cellulaires. C'est à ce moment-là qu'a été défini le fameux panel du NIH 60, donc, qui était 60 lignées cellulaires, a priori venant d'organes le plus différents possible. Donc, il y avait des lignées de cancer du poumon, de cancer du sein, de cancer du prostate, d'ostéosarcome, enfin un peu tous les tissus. Donc, il y en avait 60, comme l'indique son nom, qui étaient censés donner une meilleure représentativité, finalement, de la variété des cancers humains. Alors ça, c'était très bien sûr, mais ce sont des lignées cellulaires et toutes les cancers humains et toutes les tumeurs humaines ne poussent pas dans ces conditions. Il y a un certain nombre de types de cancers, d'organes différents, qu'on n'arrive pas à faire pousser en fait, dans des conditions de lignées cellulaires, c'est-à-dire avec du plastique, avec du sérum, à l'oxygène, dans des taux d'oxygène élevés. Et donc cet ensemble est plus représentatif que ce qu'il y avait avant, mais il n'est encore pas très loin d'être représentatif de la variété des tumeurs humaines. Et donc se pose également le problème extrêmement important de l'adaptation de ces cellules cancéreuses à l'oxygène ambiant, puisque quand on fait pousser des cellules dans une boîte de pétri, on les fait pousser avec 20% d'oxygène, alors que ces cellules dans l'organisme, elles sont plutôt à entre 3 et 5% d'oxygène. Et on sait que ce contrôle de l'hyperoxie est quelque chose d'extrêmement important et que par ailleurs, un certain nombre de chimiothérapies agissent justement en créant du stress oxydant. Et donc d'avoir du stress oxydant à 20% d'oxygène, ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir du stress oxydant à 3% d'oxygène. Et que ces cellules du panel NIH 60, elles ont dû s'adapter à l'oxygène. Elles ne sont donc peut-être pas totalement représentatives de la diversité et de la physiologie des cellules cancéreuses humaines. Et puis se pose la question du lien entre ces effets des drogues sur ces lignées et les réponses cliniques chez l'homme. Est-ce que c'est la même chose? Et la réponse est, au fond, on n'est pas persuadé. Et donc, secondairement, et plus récemment, on est passé à des systèmes de xénogreffe, c'est-à-dire de greffe soit de lignées cellulaires, soit de tumeurs humaines primaires mais ne poussant pas en lignée, et que l'on va propager chez l'animal, chez des souris immunodéprimées, ce qui représente un système probablement meilleur que les précédents, puisque là, on a à la fois des vraies tumeurs humaines dans un véritable contexte physiologique, mais tout n'est pas parfait parce que, par exemple, l'environnement de la tumeur, ce qu'on appelle le stroma, eh bien, le stroma va être constitué par des cellules de souris, alors que de toute évidence, dans la vraie vie, le stroma il est constitué de cellules humaines. Donc on va bloquer un certain nombre d'interactions. Et puis il y a le critère. Quel est le critère qu'on va chercher à isoler pour l'action du traitement? Alors évidemment, la mort, c'est l'idéal, mais parfois, ça va être un arrêt de croissance, parfois, ça va être de la sénescence, et parfois, ça va être de la différenciation, pour boucler sur les cours précédents d'il y a 2 ans, où on sait qu'un certain nombre d'agents agissent par sénescence ou par différenciation. Et donc, est-ce que les modèles animaux sont bien adaptés pour voir ça? On ne le sait toujours pas. Alors, dans ces produits naturels, eh bien, historiquement, le premier qui a été identifié, c'est ce qu'on appelle la vincristine, qui est un inhibiteur de la mitose et qui a été isolé à partir d'une fleur qu'on appelle la pervenche de Madagascar. Et vous voyez que c'est un produit dont la structure chimique n'a strictement rien à voir avec les produits précédents. C'est un produit extrêmement complexe. Et comme en médecine, l'empirisme est toujours de mise, en fait, ce produit a été isolé complètement par hasard dans un crible qui cherchait à isoler des antidiabétiques. Donc on cherchait à isoler des antidiabétiques
Et puis, en injectant les souris, on s'est aperçu que la glycémie ne bougeait pas trop, mais que par contre, les globules blancs s'effondraient. Et donc, les gens qui faisaient ces expériences se sont dit que si les globules blancs s'effondrent, il y a peut-être un effet qui pourrait être utilisé pour les antileucémiques. Donc, la structure est extrêmement complexe. Et en fait, ces produits vont inhiber la polymérisation des tubulines, donc des réseaux de microtubules qui vont assurer le transport à l'intérieur de la cellule, qui vont, dans le cas de la mitose, faire bouger les chromosomes, et donc on va avoir un blocage de la mitose. Et ce blocage de la mitose est assez probablement responsable de l'effet thérapeutique. Et cette vincristine a été un des composants des cocktails de polychimiothérapie qui ont permis la guérison des leucémies aiguës de l'enfant et la guérison des tumeurs du testicule. Alors, il y a d'autres effets, et en particulier, ces médicaments agissant sur la polymérisation des microtubules vont être neurotoxiques. Et ça, c'est relativement facile à comprendre, puisqu'évidemment, les neurones sont des cellules de très grande dimension et dans lesquelles les problèmes de transport vont être essentiels, transport de macromolécules d'une zone à l'autre de la cellule. Et donc, la dépolymérisation des tubulines va s'accompagner à l'évidence d'anomalies des transports qui vont être à l'origine d'une neurotoxicité cumulative. Et donc cette découverte de la vincristine, encore une fois à partir des pervenches de Madagascar, et c'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle à l'hôpital Saint-Louis, Jean Bernard avait fait planter des pervenches dans la cour du centre AIM, parce que c'était ces pervenches qui avaient permis la guérison de ces patients, a été le point de départ d'une très grande stratégie de criblage de collection de produits naturels. Alors pour rester sur les microtubules, en fait, ces inhibiteurs de microtubules, ils vont faire des tas de choses, puisqu'ils vont pouvoir bloquer le transport intracellulaire, qu'il soit antérograde ou rétrograde. Ils vont pouvoir bloquer l'action des flagelles. Ils vont pouvoir bloquer, comme on le disait, le transport dans les neurones. Ils vont avoir un effet profond sur la structure et la fonction du cil cellulaire, et puis ils vont pouvoir bloquer la mitose, avec en particulier les deux anticancéreux bien connus, que sont la vinblastine et le Taxol. Mais donc vous voyez qu'il y a toute une classe de produits qui va contrôler l'intégrité de ces réseaux de microtubules, et que, de manière qui n'est pas totalement comprise, dans des anticancéreux, donc ça, c'est des anticancéreux de la famille de la vincristine, tous ces dérivés de la pervenche, vont se fixer sur un des sites dans ces réseaux de microtubules et vont les déstabiliser. Mais à l'inverse, les dérivés du Taxol, qu'on appelle les taxanes, qui eux aussi sont dérivés de produits naturels, d'une plante qui était l'if, eh bien, eux vont se fixer sur un autre site et ils vont stabiliser les microtubules. Donc, vous voyez, de manière un peu contre-intuitive, finalement, de dépolymériser complètement ou de polymériser complètement, ça va conduire à une action thérapeutique. Et ce que vous voyez également, c'est que cette chimie des microtubules, elle est complexe et qu'il y a toutes sortes d'autres produits qui vont pouvoir se fixer sur d'autres sites, et en particulier la colchicine qui est utilisée dans le traitement de la goutte et donc qui n'est absolument pas un anticancéreux, mais qui va se fixer sur le même complexe macromoléculaire sur un site différent. Donc, ça, c'est la structure du Taxol. Vous voyez que c'est aussi une structure extraordinairement complexe, rien à voir avec les structures qu'on a vues précédemment. Purification ou synthèse sont extrêmement difficiles, et cette fois-ci, on va avoir une stabilisation du réseau de microtubules, avec une action sur la mitose, mais également sur des multiples autres systèmes cellulaires qui vont nécessiter l'intégrité de ce système de transport intracellulaire, et le Taxol est lui aussi neurotoxique, probablement pour les mêmes raisons, parce que l'intégrité du transport dans les neurones est quelque chose qui est important pour leur fonctionnement.
Donc là aussi, de toute évidence, l'inhibition de la mitose est quelque chose d'important dans les effets thérapeutiques, en particulier pour des tumeurs qui se divisent très vite, mais de manière paradoxale, un certain nombre de tumeurs qui ont une prolifération relativement lente, et en tous les cas plus lente que des cellules normales, vont être également sensibles à la vincristine ou au taxane, ce qui montre que la mitose n'est pas la seule cible et qu'il y a d'autres cibles dans la physiologie cellulaire qui vont être responsables de cet index thérapeutique et donc de cette toxicité plus forte pour la cellule cancéreuse que pour les cellules normales. Et donc ceci est résumé dans cette revue récente, qui dit qu'il y a bien entendu dans les effets des poisons, ici c'est les dérivés du taxol, on va avoir les aspects mitotiques avec la création de mitoses tripolaires, l'existence de cellules aneuploïdes ou multinucléées, tout ceci étant des causes de mort, mais également des effets non mitotiques qui sont pour l'instant moins bien compris. Donc voilà deux exemples de substances naturelles dont vous avez vu la complexité, à la fois au niveau de la structure chimique et au niveau du mode d'action. Alors, le groupe suivant, c'est le groupe des antibiotiques. Et ces antibiotiques anticancéreux représentent là aussi une classe importante de produits qui ont été isolés de produits de fermentation d'un certain nombre de bactéries. Et donc, on a défini un groupe qu'on appelle les antibiotiques anticancéreux. Historiquement, le premier était l'actinomycine D, dont on reparlera plus tard dans le cours parce que le laboratoire s'est beaucoup intéressé dans ces dernières années à son action sur certaines formes de leucémie, mais également les anthracyclines avec la doxorubicine, qui est là aussi un produit extrêmement largement utilisé dans le traitement des cancers, la mitomycine et beaucoup d'autres. Alors, beaucoup d'entre eux sont des intercalants de l'ADN, c'est-à-dire qu'ils vont venir se glisser entre les bases. On va voir des représentations dans un instant. Et en se glissant entre les bases, ils vont modifier la chimie de l'ADN, ils vont modifier la topologie. Dans certains cas, il va même exister des modifications covalentes entre ces produits et la molécule d'ADN. Et un certain nombre d'entre eux, mais pas tous, vont également être des inhibiteurs de topoisomérase, qui sont des enzymes qui vont permettre de réduire les nœuds qui peuvent exister dans cette immense molécule qu'est la molécule d'ADN. Quand elle se réplique, elle va finir par faire des nœuds. Donc il y a des enzymes spécialisées qui vont être capables de faire passer un brin par-dessus l'autre. On va voir des exemples. Et donc un certain nombre, et en particulier la doxorubicine, sont des inhibiteurs de topoisomérase. Et quand on inhibe les topoisomérases, eh bien on sait qu'on va induire des cassures. Et avec ces cassures d'ADN, comme dans le cas du cisplatine, on va induire l'activation de P53 et l'activation de cascades apoptotiques. Donc c'est un très vaste domaine. Et comme toujours avec ces substances naturelles ont souvent des modes d'action multiples. Et donc on ne comprend encore pas toujours exactement ce qui va se passer. Alors commençons par l'actinomycine D, historiquement le premier, qui est une molécule peut-être d'une complexité intermédiaire entre les substances naturelles que l'on a vues précédemment et puis les alkylants, avec un ensemble de cycles. Et ces ensembles de cycles, donc, avec des cycles assez largement hydrophobes, vont avoir la capacité de venir se glisser entre les bases de la molécule d'ADN. Et puis, on a deux peptides circulaires qui sont représentés ici en rouge et qui vont s'ancrer à la périphérie de cette molécule d'ADN. Donc, une structure, vous voyez, qui est très optimisée finalement pour venir interagir avec l'ADN, avec une partie qui va venir se glisser entre les bases, avec une spécificité plutôt pour les séquences riches en GC,
et puis des bras latéraux qui vont permettre de l'ancrer sur cette molécule. Deuxième exemple, c'est la doxorubicine. Donc là encore une structure essentiellement cyclique, que vous voyez représentée ici, qui est capable de s'insérer, encore une fois, entre les brins, là aussi de préférence dans des régions riches en GC, et dans certaines circonstances est capable de créer une liaison covalente avec un brin, en particulier en présence de formaldéhyde. Donc intercalation spécifique, et évidemment l'intercalation au sein de la molécule d'ADN va conduire à des changements topologiques qui peuvent être accompagnés également de cette formation d'aduit. Et les effets biologiques de cette molécule de doxorubicine, qui est le chef de file des anthracyclines, qui est un groupe de molécules extrêmement largement utilisé dans le traitement de nombreux cancers, eh bien, au fond, la doxorubicine fait des tas de choses. Elle fait des tas de choses. On a vu qu'elle allait avoir des effets d'intercalants, et ces effets d'intercalants vont modifier la torsion de la molécule d'ADN. Vous savez que l'ADN est comme un ressort, et donc d'intercaler des espèces chimiques dans ce ressort va changer sa torsion, va changer son orientation, ça va conduire à des modifications de la présence des nucléosomes, et puis également un effet sur cette enzyme, la topoisomérase 2, qui va être empoisonnée, et cet empoisonnement de la topoisomérase 2 va conduire, au moment de la réplication, à des cassures qui vont être à l'origine, cassures double brin, qui vont être à l'origine de la mort cellulaire. Et puis, il y a également une partie moins bien comprise qui fait appel à la formation d'espèces réactives de l'oxygène, ce qu'on appelle des ROS, donc modification du pouvoir d'oxydoréduction intracellulaire. Et la création de ces espèces modifiées de l'oxygène va conduire là aussi à des lésions sur beaucoup de macromolécules, et entre autres sur l'ADN, pour lesquelles on peut avoir des oxydations de l'ADN en réponse à l'administration de cette molécule. Donc, le mode d'action, en imaginant qu'il soit unique, ce qui n'est pas forcément le cas, reste assez discuté, puisqu'on peut avoir des cassures de l'ADN du fait de l'inhibition des topoisomérases, la création d'aduits, la création de ROS et l'exposition à des céramides. Et là, on retombe sur la difficulté que je mentionnais au début de ce cours, qui est celle du système biologique. Dans quel système biologique et à quelle concentration peut-on voir ces effets? Et dans cette revue, les auteurs ont rapporté finalement des doses nécessaires pour obtenir tous ces différents types d'anomalies. Et vous voyez que ces doses sont extrêmement différentes, et que l'effet que l'on observe à la plus faible concentration, c'est la formation d'aduits, donc la liaison covalente à certaines bases de l'ADN, qui est observée à des concentrations qui sont autour des concentrations qu'on peut trouver chez les patients, alors que l'inhibition de la topoisomérase, vous voyez, est observée dans ces modèles-là à des concentrations beaucoup plus fortes, qui sont en fait des concentrations supraphysiologiques. Donc au fond, et ceci n'a probablement pas été obtenu sur des cellules primaires, ce qui est encore une fois un élément important des cellules primaires. On sait que la biologie des cellules primaires est assez différente de la biologie des cellules immortalisées en lignée. Alors, néanmoins, chez la souris, il a été montré de manière tout à fait claire, et on y reviendra dans le troisième cours, que la toxicité cardiaque, qui est le facteur principal de limitation de l'utilisation de ces molécules, puisqu'il y a une toxicité cardiaque cumulative, est le principal facteur limitant, et que celui-ci, chez la souris au moins, passe par l'inhibition d'une forme de topoisomérase, qui est la topoisomérase 2B. Et effectivement, si chez la souris, on inactive la topoisomérase 2B, eh bien, on va réduire fortement, voire même abolir l'effet cardiotoxique de cette molécule. Mais
de manière tout à fait intéressante, le cardiomyocyte, c'est une cellule qui ne se divise pas. Donc on a un petit peu de mal à comprendre au fond comment cette topoisomérase qui est là pour réduire finalement les nœuds faits dans l'ADN au moment de la division cellulaire, pourquoi est-ce que dans une cellule qui ne se divise pas, c'est elle qui est responsable de l'effet toxique. Et donc il y a encore des travaux en cours là-dessus, mais je vous présenterai ces expériences qui sont extrêmement élégantes parce qu'elles sont extrêmement claires dans leurs résultats. Et également, il a été proposé un rôle sur les mitochondries, éventuellement par intercalation dans l'ADN mitochondrial, mais il a également été proposé des interférences avec la chaîne respiratoire. Alors, je vous avais promis de vous montrer un peu à quoi ressemble une topoisomérase. Eh bien, une topoisomérase, ici la topoisomérase 2, elle va avoir comme fonction de défaire des nœuds dans l'ADN. Vous voyez d'avoir ici un segment d'ADN qui est pris un peu en sandwich dans l'autre. Il va être recruté sur ce complexe, fixé dans ce complexe. Le complexe va casser l'autre molécule de manière à faire que l'une puisse passer à travers l'autre, et ensuite il va libérer la molécule rouge de l'autre côté et ressouder la molécule bleue, donc réalisant cette opération essentielle de réduction des contraintes des nœuds en fait, créés par ces nombreuses molécules d'ADN qui sont intriquées les unes dans les autres. Et donc on connaît pour cette topoisomérase 2 un certain nombre d'inhibiteurs, et en particulier un inhibiteur très connu, une molécule qui s'appelle l'étoposide, dont la structure vous est représentée ici. Donc vous voyez là encore que ce n'est pas une structure simple. Et cet étoposide va être un inhibiteur spécifique du relargage de la molécule rouge. Il va empêcher de relarguer la molécule rouge de l'autre côté. Il va donc figer le complexe, et en figeant le complexe, il va conduire à des cassures d'ADN. Eh bien, l'étoposide est aussi un médicament anticancéreux très largement utilisé et qui est en quelque sorte au niveau moléculaire plus propre, si j'ose dire, que la doxorubicine. La doxorubicine fait des tas d'autres choses, en particulier intercalantes. Ici, on a un inhibiteur de topoisomérase 2 qui n'est pas intercalant et qui va, de manière extrêmement propre, inhiber cette topoisomérase 2. Donc, ceci explique peut-être pourquoi de nombreux protocoles cliniques vont finalement associer doxorubicine et étoposide, suggérant donc que leurs effets, au moins leurs effets fins, ne sont pas strictement superposables, parce que s'ils étaient strictement superposables, il ne serait pas nécessaire d'avoir les deux ensemble. Et donc, à côté des effets sur la topoisomérase 2, on va avoir également probablement les effets de l'intercalation. En aval de l'inhibition de cette topoisomérase 2, on va avoir bien sûr la cassure et la réparation de l'ADN, l'apoptose, mais également des modifications de la transcription, modifications épigénétiques et stress oxydant. Dans les déterminants de la réponse, on verra dans les cours suivants qu'il y a une certaine influence de la capacité de la cellule cancéreuse à réparer les cassures, et on connaît un certain nombre de types de tumeurs pour lesquelles ce mécanisme de réparation des cassures est en partie ou complètement déficient, et ceci va moduler la réponse à un certain nombre de ces agents. Et puis des travaux assez récents de l'équipe d'Yves Pommier ont identifié une protéine qui a l'air d'être extrêmement importante, dont le niveau d'expression est extrêmement important pour conditionner la réponse à ces agents induisant des cassures dans l'ADN. Alors, peut-être pour finir, ce catalogue, d'autres inhibiteurs, il y a d'autres types de topoisomérases qui, là, dans le cas des topoisomérases 2 qu'on a vu tout à l'heure, on va être obligé de casser les deux brins d'ADN pour pouvoir faire passer un brin d'ADN de l'autre côté. Il y a également des topoisomérases 1
pour lesquels on va avoir cassure d'un seul brin d'ADN. Et donc ceci va permettre de relâcher finalement la torsion qui vient du désenroulement de cette molécule au moment de la transcription ou de la réplication. Et ces topoisomérase 1 vont faire appel à une liaison covalente de l'enzyme à un des brins, au brin cassé. Donc le brin cassé va être lié de manière covalente à l'enzyme. On va ensuite pouvoir relâcher la torsion et ensuite ressouder la molécule d'ADN qui était occupée par cette enzyme topoisomérase 1. Et donc on connaît des inhibiteurs qui vous sont représentés ici en vert. Une substance naturelle, c'est la camptothecine, qui va bloquer ce complexe et faire finalement que cet ADN reste cassé, reste ouvert, et bloquer les mécanismes donc, de progression des fourches de réplication, avec soit une collision entre la fourche de réplication et ce complexe protéique avec la topoisomérase 1, soit des opérations même de retour en arrière, avec des phénomènes tout à fait aberrants qui vont conduire à répliquer 2 fois cette région. Et ceci soit va pouvoir être réparé par des mécanismes complexes mais qui commencent à être assez connus, soit conduire à la mort par activation de P53. Et donc ce ciblage par la camptothecine est relativement spécifique et ceci a été démontré par l'existence de la résistance de levures pour lesquelles ce gène de la topoisomérase 1 a été inactivé à l'effet toxique de la camptothecine, donc démontrant que là, on a, un peu comme dans le cas de l'étoposide, un ciblage assez spécifique de la fonction de l'enzyme. Et donc la toxicité va être liée à la collision des fourches de réplication. Donc, dernière diapo pour aujourd'hui. Dépendance du cycle cellulaire, eh bien, elle dépend des produits. On a vu que les inhibiteurs de synthèse d'ADN vont cibler spécifiquement les cellules en phase S, avec soit une diminution de la quantité de bases disponible pour la synthèse, soit l'incorporation de bases anormales. Des agents qui endommagent l'ADN, comme les alkylants, eux, ne sont a priori pas cycle-dépendants, et on pourrait donc imaginer qu'ils soient actifs sur un plus grand nombre de tumeurs, et en particulier qu'ils puissent avoir une action sur les cellules souches cancéreuses, les cellules clonogéniques, qui sont des cellules qui se divisent peu, mais qui vont permettre d'assurer le renouvellement de la tumeur. Et le passage chez les patients reste très, très empirique, en particulier pour des questions de dose. Et donc, dans le prochain cours, je vous montrerai comment, finalement, même avec certains de ces produits, il a fallu attendre plusieurs dizaines d'années pour trouver la bonne dose et qu'on s'est aperçu que des expériences, enfin des essais cliniques extrêmement simples d'intensification de dose ont conduit à une augmentation certes de la toxicité, mais que cette toxicité était compensée par un nombre de guérisons plus élevé, démontrant encore une fois que c'est uniquement à travers des essais cliniques prospectifs qu'on peut arriver à trouver la bonne dose pour la bonne maladie, ce qui souligne encore la nécessité d'essayer de développer des modèles prédictifs avant de passer à ces essais cliniques. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, dans le prochain cours, on va parler des problèmes de dose et puis on commencera à regarder des expériences récentes justement qui cherchent à appréhender par des techniques modernes de génétique le mode d'action de ces différents produits et expériences qui ont finalement révélé un certain nombre de surprises, montrant en particulier que certains types d'alkylants ne ciblaient pas l'ADN mais ciblaient plutôt l'ARN et la capacité des cellules à faire des ribosomes. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je vous remercie d'être venu m'écouter.